Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité où on analyse ce qui s'est passé durant la dernière semaine. Avec moi, comme toujours, quelqu'un de fantastique, je dirais même fantasmagorique, et je vous présente M. Jules Simard, doyen de l'actualité dans le nord du Lac-Saint-Jean. Fantasmagorique. Ouais. Si mémoire mes fidèles, ça a rapport au fait du rêve, ça se peut-tu? Peut-être, mais tu me fais rêver, Jules. J'aimerais ça avoir ton éloquence et ta connaissance. OK, d'abord. Hein? Ah, tu m'as eu encore eu. Je t'ai encore eu. Donc, on va plonger dans l'actualité. Hein? Bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir avec moi cette semaine. On va parler d'un sujet qui est un sujet chaud, là, parce que c'est sorti hier, puis écoute, là, c'est gros. C'est le nouveau plan de rétablissement du caribou forestier. Il y aurait eu une entente entre Québec et Ottawa, mais là, les politiciens locaux, même nationaux, n'ont pas l'air d'avoir été trop au courant de ça. Un plan qui, selon là, ce que j'ai pu lire, pourrait faire perdre 9000 emplois dans le secteur forestier. On a vu des gens comme Richard Hébert, entre autres, sortir dans les médias pour dénoncer ça. On a eu aussi le maire de Talbot-Mistassini et président de Forêt-Boréale, là, qui est du groupe Alliance Forêt-Boréale. Ben, puis Carl Blackburn des produits forestiers résolus, mais lui, bon, il y a un intérêt direct. Ah oui, c'est ça, qui sont sortis là-dessus. Il y a un phénomène là, qui est important peut-être de regarder, c'est que, bon, oui, les informations qui sont sorties seraient à l'effet que le gouvernement du Québec s'apprêterait donc à avoir, après négociation, semblerait-il, l'entente partirait des concepts qui avaient été émis par le gouvernement fédéral en regard de la protection et du rétablissement des caribous forestiers. La décision ne serait par ailleurs pas prise. Pour après discussion que j'ai faite aussi avec Monsieur Cloutier, qui est tu m'as à dire au lendemain de l'apparition, pas au lendemain, la journée de l'apparition de la nouvelle dans le quotidien, Pascal a été sa journée. A été appelé pour avoir été dans le bureau-là. Il a été appelé par la députée, il a été appelé par le cabinet du ministre. Il est jeudi dernier, là, parce que nous, on va être diffusé à ce moment-là. Jeudi dernier, il était conférencier à la FQM sur la question de la forêt. Et la FQM avait décidé de faire en sorte que c'était le point fondamental de discussion qui se faisait, le rétablissement du caribou forestier, mais par rapport à l'industrie forestière et par rapport aux municipalités qui en vivent. Et Pascal, tu m'en as dit, il n'est pas trop en la cause. Il reconnaît qu'il n'a pas été. Mais j'en viens à la question. On est là, on parle du caribou forestier, on se dit ce rétablissement, puis l'impact que ça peut avoir. Toi, là, tu vois ça comment, cette problématique du caribou forestier? C'est quoi? Y en a-tu une? C'est de quelle façon tu vois ça? Bien, moi, ce qui me fait un peu halluciner là-dedans, c'est que j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on en parle. Je peux pas croire que ça prend autant de temps pour faire des études, faire un plan, arriver et consulter aussi la population. Parce que là, je veux dire, on partage le territoire, là, mais on partage le territoire, oui, avec la faune, la flore, mais les êtres humains qui sont là. J'ai un problème, en fait, je connais pas assez le dossier, là, tu sais, j'aimerais ça voir des études. J'ai l'impression qu'on se base encore sur des études qui datent, là, qu'il n'y a rien qui a été fait de manière récente. Mais je comprends pas la vitesse de travail. Tu sais, pour moi, là, si c'est un problème réel puis il faut le régler, moi, chez nous, là, ben là, donne-moi une semaine, là. Bon, je peux comprendre qu'un gouvernement, c'est plus long que ça, mais ça fait au moins 10 ans là, qu'on parle de ça. Plus que 10 ans. Tu te souviendras que quand j'étais au Nouvel Hebdo, j'avais fait un texte à un moment donné qui avait fait un peu parler au niveau des... en 1915, il y avait un volume qui a été publié en 1945. Un volume qui a été publié par des gens qui font de la chasse et de la pêche. Et on soulignait qu'effectivement, depuis 1915, tout le sud du Québec, le sud, je ne te parle pas du nord, le sud du Québec, où il y avait des caribous forestiers, on déplorait le fait qu'il n'y en avait plus. Et là, on se dit, on a-tu fait une surchasse? On a-tu fait un... Tu sais qu'on a fait pas dans la même... Bon, on se questionnait là-dessus en se disant, bon, ben, tu sais, c'est bien beau, là, on en perd un peu moins, mais il en reste encore pas mal. Tu sais, c'est ce qui se disait dans le temps. Oui, à l'époque. Mais il n'y avait pas de à dire conscience que la première
le premier moment où est-ce qu'on a pu effectivement constater qu'il y avait un déménagement de la population de caribous forestiers. Donc, ça date du début du siècle dernier. Où est-ce qu'on est conscient qu'il y a une problématique quelconque? Est-ce que... Et là, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que c'est peut-être une espèce en voie de disparition. Et comme c'est une espèce en voie de disparition, on dit qu'il faudrait qu'on s'organise donc pour soit le rétablir ou soit, à tout le moins, faire en sorte qu'on puisse le conserver. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on ne sait même pas s'il est en voie de disparition ou non. Ben oui, on le sait, ça, parce qu'il a été décrété par le fédéral que c'était un animal qu'il fallait maintenant sauvegarder et protéger. OK? Ça, c'est décrété parce qu'effectivement, les populations de caribous forestiers sont des populations qui sont depuis près d'un siècle, en voie de disparition, effectivement. On a de moins en moins sur le territoire. Et non seulement on en a de moins en moins, mais de plus en plus, ils sont vers le nord. Et là, c'est là qu'il y a le moins de nourriture et ces choses-là. Pour avoir discuté aussi avec le spécialiste qui travaille à l'Université de Rimouski sur la question, qui fait ces études-là, qui voit les études, et qui me disait qu'effectivement, il y a encore, dans certains secteurs, une population, entre guillemets, suffisante, c'est-à-dire que le territoire sur lequel les... Et toute la problématique origine de se dire, nous, là, actuellement, si on veut rétablir une population adéquate, donc il faudrait qu'on l'utilise dans nos parallèles à nous. OK? C'est-à-dire où on est situé, où il y a de l'exploitation forestière, et quand il y a une exploitation forestière, le spécialiste me disait, effectivement, on se rend compte, lorsqu'il y a des opérations forestières, le caribou forestier a tendance à vouloir aller ailleurs parce qu'il y a moins de nourriture ou ces choses-là. Or, tout le phénomène est de se dire, c'est compte tenu que c'est chez nous, là, ça va être quoi l'impact que nous allons avoir sur l'industrie forestière? Effectivement, si on dit que dans tel territoire, on ne fait plus de coupe forestière, si on ne fait plus ça, bon, c'est combien? Actuellement, ce qu'on dit, c'est que les barèmes qui ont été émis par le gouvernement fédéral pour pouvoir faire le rétablissement dans des milieux, ces barèmes-là feraient en sorte que nous aurions comme conséquence au Saguenay-Lac-Saint-Jean la perte d'1 million de mètres cubes de bois par année que nous ne pourrions plus exploiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fermes l'usine ici à Mistassini. L'usine de siège de Mistassini n'a plus de bois. Elle a 750 000 mètres cubes par année. Et donc, tu la fermes. 1 million, c'est dans ce sens-là. Alors, on voit là l'impact par rapport aux paramètres qui ont été émis. Ce que le gouvernement du Québec avait fait en 2012, c'est qu'il avait établi un scénario qui lui disait, bon, dans tel type de secteur, nous pourrions prendre telle affaire. Et on va s'organiser pour que la réserve soit faite en haut, si mémoire mes fidèles, du 49 ou du 50e parallèle, où là, on pourrait mettre des aires protégées. Il y a moins d'arbres dans ces secteurs-là. Les arbres, et bon, on se disait, le caribou pourrait peut-être quand même être en mesure. Donc, il fallait procéder à des expertises, à identifier où se ramassent ces populations-là. Les premiers éléments des études qui ont été réalisées par le gouvernement du Québec, et donc ça permettait de retarder l'échéance du caribou forestier et ainsi de faire en sorte que la promesse de M. Couillard soit maintenue. Il n'y aura pas de perte avec un caribou forestier. On n'a pas pris de décision. On a poussé le problème. Exact. Alors ça, c'est correct, ça a été une bonne stratégie politique, fort probable, mais effectivement, on n'en a pas perdu. Non, parce qu'il a perdu. Lui, oui, mais je veux dire, il reste qu'au niveau de l'industrie forestière, c'était quand même une décision à dire, oui, bon, bien, OK, on va. Or, dans les premières études, et là-dessus, c'est Pascal Cloutier qui, l'année dernière, disait, on a reçu des premiers... Or, il apparaîtrait que dans le secteur forestier du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on est, là, nous, actuellement, les populations de caribous forestiers seraient, dans certains secteurs, en surpeuplement par rapport à la possibilité de nourriture et d'alimentation qu'ils ont. Fait qu'il y aurait peut-être eu du déplacement. Donc, ça vaut-tu la peine de geler? Quand tu es en surpeuplement, c'est pas là la solution. Mais pourquoi on n'utilise pas ces données-là? C'est parce qu'elles ne sont pas complètes.
OK. Tu n'es pas complète. Tu as fait une analyse sur un an. Donc, l'année prochaine, ça va être la même affaire. Le caribou, il se déplace. Tu comprends? Ouais. Le caribou, s'il n'y a pas assez de nourriture quelque part, il va aller s'enrichir ailleurs. Or, on va-tu avoir le même phénomène l'année prochaine? Si tu es en surpeuplement, il y en a manqué de nourriture. Ça veut dire qu'on va refaire des études pendant 10 ans? 5. Ça prend un minimum de 5 ans pour pouvoir être en mesure d'avoir une idée, semblerait-il, avec des confirmations scientifiques les plus régulières. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Donc, ça faisait l'affaire du Québec. Là, il faut qu'on prenne une décision parce qu'il y avait une échéance. Dans le fait qu'on pouvait faire des études, il y avait quand même eu une échéance. Et là, il faut que le gouvernement du Québec prenne. Mais comme il s'est fait élire dans les régions, je pense qu'il n'ira pas dans le sens de perte d'emploi, surtout qu'il dit le mot économie aux 2 mots. Oui, c'est ça. Par ailleurs, s'il dit ça, OK, là, actuellement, est-ce que sur quelle base on va maintenant permettre le rétablissement puis on fait des zones protégées? Si tu fais ce que le fédéral te dit, les conséquences sont de faire en sorte que au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on se ramasserait avec 1 million donc, de mètres cubes, ce qui représente, d'après ce que j'ai pu voir dans les données, là, tout près d'un 5 à 1000 emplois là, qui pourraient être mis en jeu. 500 emplois dans la région, ça fait mal un peu, là, puis c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on se dit, puis moi, je pense que le débat, il se doit aussi de se tenir en se disant où on en est. De qu'est-ce qu'on en est? Là, actuellement, le caribou forestier, qu'on le veuille ou non, a compris, lui, qu'il fallait qu'il déménage à d'autres places pour pouvoir être en mesure de survivre. Ça, il l'a compris. Oui, il le fait par lui-même. Depuis un siècle qu'il comprend ça. Là. Nous, là, est-ce qu'on se doit de se dire, on protège quoi dans l'aventure? Est-ce qu'on protège un territoire où on aurait un cheptel de caribous forestiers qui ferait en sorte qu'on dirait, bon, bien, si on réussit à maintenir tant de caribous forestiers, on aurait peut-être tel type de territoire. Est-ce que ce qui se passe en haut du 50e ou du 49e baril, là, je ne me souviens plus de la ligne qui s'était tracée, est-ce que nous avons suffisamment l'endroit pour pouvoir se conserver un cheptel? Si on l'a, bon, ben écoute, pourquoi est-ce que c'est qu'il faut nous remettre ici, là? Il va déménager en haut, là, d'une façon. Moi, il y a ce débat-là qui me semble mal se faire. OK? Moi, c'est ça. C'est ça que je vois comme problématique. Est-ce qu'on se doit de ne pas couper des arbres pour pouvoir être en mesure de faire en sorte que le caribou forestier... Je te reviendrai sur un autre aspect. Je vais t'en amener un aspect aussi. C'est parfait, vas-y tout de suite, je te le ramènerai tard. Ah non, mais c'est parce que moi, je suis à un autre niveau, là. Tu peux continuer? Non, c'est juste pour dire que est-ce que nous avons, à ce moment-là, suffisamment... le cheptel peut se conserver, donc, à tel type d'endroit. Si nous sommes en mesure, il faut rappeler que lorsque l'on fait de la coupe de bois, et là, je ne te parle pas d'une coupe de bois à blanc, là, on nous dit qu'il y en a de moins en moins, là. Quoique notre ami de l'erreur boréale, dernièrement, je prenais un reportage qui disait que non, ben peut-être, là, mais on en coupe encore un maudit, là. Ce phénomène-là, je ne voudrais pas rentrer là pour l'instant dans ce débat-là. Je veux juste te rappeler que lorsque dans une forêt, on coupe du bois et qu'on replante par la suite le bois avec des petits arbres, on sait que la captation de carbone, OK, se fait beaucoup plus lorsque l'arbre est jeune. Okay. Et plus qu'il vieillit, moins il capte de carbone parce qu'il y en a moins de besoin. Donc, ça serait aussi sain pour l'environnement? C'est plus sain, même de ça, semblerait-il, parce que ta forêt, là, quand elle atteint sa maturité, elle tombe. Mais non, puis là, laisser des arbres... C'est ça, il tombe à terre, ça meurt là, puis donc, tu n'as aucune valeur économique. Je pense que tout ce débat-là doit se faire avec l'ensemble de ces données-là. Et actuellement, il nous apparaît que pour un contexte de dire, bon, on avait des dates là, qu'on s'était fixées, là, puis il faudrait peut-être qu'on prenne des décisions en fonction de ces dates-là et non pas en fonction de c'est quoi le vrai problème. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait peut-être retravailler. Il est inadmissible en passant, puis je vais terminer là-dessus. Oui, non, c'est correct. Bon, mais je l'ai oublié, vas-y. Bon. 2 choses. Moi, premièrement, j'ai une question de...
sais que je suis un grand fervent de la décentralisation. Je ne comprends pas pourquoi ces plans-là, ils se font à Montréal dans des bureaux quand on aurait peut-être besoin sur le terrain de réaliser aussi qu'est-ce qui se passe dans les communautés. Là. Tu sais, je veux dire, la vie ici, là, elle est là. Puis c'est encore là, les gens à Montréal qui vont décider pour nous autres de qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Ça me fait capoter. Mais au-delà de ça, j'ai une question, moi, métaphilosophique. Pourquoi le caribou forestier? Je m'explique. Il y en a une multitude. Moi, je suis très environnementaliste d'ailleurs. Oui. Il y en a une multitude d'espèces qu'on a à protéger où on ne fait rien. Hey, le beluga est une espèce en danger. Avec les projets qui sont sur le Saguenay, là, on va augmenter le trafic maritime de 180 pour de l'énergie fossile quand, justement, l'industrie forestière est une ressource renouvelable qui, comme tu dis, capte le carbone. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on fait des drôles de choix, je trouve. Puis j'ai rien contre les caribous, là, je m'entends très bien avec eux, mais je trouve que c'est toujours deux poids, deux mesures. Il y a une multitude d'espèces, on peut parler des poissons, de la flore, et on s'en fout, hein? Mais là, celle-là, je comprends pas pourquoi on a décidé que celle-là était plus importante que les autres. Puis c'est rien contre elle, là. Je souhaite qu'elle reste en vie puis que le cheptel s'agrandisse. Mais on fait des drôles de décisions parce que là, on décide d'aller de l'Anta, puis pour d'autres choses, là, on est en train de dérouler le tapis rouge pour tous les projets de ports méthaniers, de gaz et dans le Saguenay, quand c'est environnementalement très, très, très questionnable au niveau des êtres humains et de la faune et de la flore. Exact. Tu as raison là-dessus. Et c'est pour ça que je dis, un dossier comme ça, tu sais, quand on décide de parler, on prend le caribou forestier, parce qu'on le voit, l'impact direct, beaucoup plus facilement. Là, on voit que pour protéger une espèce, il y a, oui, un coût social, un coût politique, un coût économique, et qu'il y a aussi, au niveau de l'idéologie, une façon de pouvoir régler une problématique environnementale. Mais caribou forestier, c'est parce que c'est chez nous, là, aussi, qu'on voit. Nous, on est très chatouilleux chez nous, à la minute où est-ce qu'on en parle, parce que c'est peut-être ton oncle, ton frère, ta sœur, qui va peut-être perdre un emploi ou qui va peut-être relier à cela. Et c'est pour ça que ça nous touche vraiment. Oui, je comprends. Mais tu sais, moi, pour le rapport avec l'emploi, tu sais, je veux dire, moi, je pense qu'il faut que le milieu de l'emploi est en une évolution et on va devoir aller de plus en plus vers l'économie verte. La planète va nous le demander, là. Mais je pense que l'industrie forestière est une industrie qui est plutôt verte. Oui, on reboise. Les pratiques ont été revues. Les pratiques ont été revues énormément. On ne dit pas qu'elles sont parfaites par ailleurs. Et on se pose jamais cette... oui, on la pose aussi, mais je veux dire, moi, sur des sables bitumineux, là, je vais te le dire, ils peuvent tous les perdre, leur job. Là. Je veux dire, on fera d'autres choses. Là. Plantons des éoliennes et des panneaux solaires. De toute façon, ils sont en train de désertifier l'Alberta. Oui, puis on est en train actuellement de voir avec... je prenais ça, là, on est capable de faire du gaz avec du bois. Ils ont trouvé une façon de pouvoir faire un gaz vert avec le bois. Mais moi, là, je rentre dans un autre débat, mais ce qui me fait rire, c'est qu'on est beaucoup d'une société comme ça. On crée des problèmes et on va essayer de créer des solutions à la place de changer nos pratiques. Oui. J'arrête là-dessus. Oui, OK. Et maintenant, pour ça, je voudrais juste réindiquer que la question du caribou forestier est une question qui va toujours nous toucher. Et la décision que le gouvernement du Québec aura maintenant à prendre pour le rétablissement du plan, il ne faut pas oublier que c'est le fédéral aussi qui avait décidé cette chose-là et que nous, on se doit d'être les exécutants de le faire. Il y a aussi un débat constitutionnel à l'intérieur de ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, un débat constitutionnel. Ça fait bien longtemps. Tu sais, ça fait partie, je pense, de l'ensemble de ce problème-là. Moi, quand tu dis ça fait 10 ans qu'on en parle, tout à l'heure, je te disais, ça fait 100 ans qu'on en parle, la question du caribou forestier est une question fondamentale de société sur laquelle nous devons nous pencher. Nous pouvons avoir, et je reprends une des idées que tu amenais tout à l'heure, au lieu que ce soit Montréal ou Ottawa qui décide pour nous, est-ce qu'on n'est pas capable, au niveau du Québec, de se dire, ben voilà, nous, on pense que la meilleure des pratiques, si nous voulons faire sauver, ça serait cette solution-là qui pourrait être, et en tenant compte, et je le maintiens, en tenant compte d'un maximum de paramètres qui se doivent d'entrer dans la décision et de faire en sorte que ça puisse faire
amener le gouvernement à prendre une décision qui nous appartient. On n'est pas dans ce régime-là au moment où on se parle. Non, mais on est dans un a régime eu- où des gens nous ont dit, voilà, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Et je ne sais pas jusqu'à quel point. J'ai hâte de voir, lorsque l'émission va paraître, on va avoir eu quand même un peu le résultat de ce que le ministre des Forêts, qui était l'invité à la FQM, à la Fédération pas des commissions scolaires, mais des municipalités du Québec, qui était l'invité et qui devait se prononcer. Et Pascal Cloutier disait fort probablement que nous allons avoir une meilleure idée, mais il y aurait quand même un élément, c'est que le gouvernement du Québec se doit aussi de consulter, à tout le moins, les populations locales et affectées par cela, et avant de dire voilà, nous prenons cette décision. Et j'invite le gouvernement de M. Legault, qui nous a promis de décentraliser des fonctionnaires en région, d'amener le ministère des Forêts et de la Faune au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'offre est ouverte, on a de la place et puis on est vraiment gentil. Changeons d'industrie, allons dans l'industrie du bleuet. On sait que là, on est en train d'essayer de changer les règles au niveau de l'immigration, qu'on est en pénurie d'emploi. L'industrie du bleuet nous dit qu'il y a une lourdeur administrative pour l'embauche des travailleurs immigrants dont on a besoin pour ramasser le bleuet ici, qui fait que ça pourrait mettre peut-être en péril la récolte de 2019. Oui, j'ai vu ça moi aussi, cet élément-là. J'ai plusieurs points, moi, sur lesquels on est là pour ça. Premièrement, on n'est même plus là pour les ramasser bleuets. Ouais. Ça, je pense qu'on a un manque quelque part. Tu sais, on a fabriqué actuellement des terrains qui ont des productivités assez grandes de bleuets. On a mis de l'avant un ensemble d'éléments de recherche, puis en utilisant des sols adéquatement pour pouvoir le faire. Et on se ramasse à se dire, bon, bien, à ce temps que j'ai fait ça, moi, je suis propriétaire de ce beau terrain de bleuetière-là, je suis tout seul à ramasser les bleuets. Ma famille n'est même plus là, mais avant ça, hey, toi, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le faire. Moi, étant un peu plus jeune que toi, je passais mes étés à partir du mois d'août jusqu'à l'école où est-ce qu'on allait ramasser des bleuets en forêt. Moi, ma cueillette de bleuets en forêt, ça a été une journée. Après ça a été plus jamais. Ah, bon, ben moi, j'ai passé quelques années à y aller. C'est quand même un travail. Alors ça, il y a ce phénomène-là, je veux dire, nous n'avons pas su, comme société, s'éduquer à faire en sorte que la récolte de bleuets pouvait être une activité économique importante et intéressante, et aussi le ramassage pouvait être une activité économique que l'on aurait pu se transmettre un peu plus que ce qu'on a fait. Ça, je pense qu'on a fait un manque, parce que si on se ramasse avec... puis là, je ne t'aborde pas la question de la pénurie d'emploi, que moi, je questionne beaucoup. Mais revenons, on se dit, depuis quelques années, effectivement, on a recours à entre autres, à des populations du Guatemala pour pouvoir être en mesure de venir ramasser, des Mexicains aussi qui ont pas une expertise, mais qui ont effectivement, eux, su conserver des méthodes de cueillette et qui sont de bons cueilleurs, il faut le dire. D'ailleurs, tu as le même phénomène actuellement à Saint-Félicien avec les cerfs. On va en parler tantôt. On va en parler. Or, là, moi, je dis, OK, c'est correct, oui, on les fait venir. On parle que la lourdeur administrative, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, est-ce que c'est en raison de la nouvelle loi qui a été adoptée? C'est ça, je dis. Tu comprends? Je veux dire, est-ce que c'est en prévision de? Ben, c'est peut-être pour mettre de la pression pour qu'on modifie la loi pour aider. Ou de faire en sorte. Donc, je pense que le problème, quand on me dit, ça met en péril la récolte du bleuet pour 2019, là, je pense qu'on pousse loin. Ouais, OK? Bon, moi, c'est ce que j'aime. Je pense qu'il y a d'autres choses par qui ailleurs, en péril. Exactement. Et oui. On aurait peut-être aussi avantage à c'est regarder. plus payant, là, le bleuet. Là. C'est payant pour les transformateurs, là, mais les cueilleurs, les producteurs, je veux dire, le prix qu'ils ont de la livre de bleuet, c'est rendu risible. Là.
Mais c'est quoi, risible? Ouais. Ah, c'est quoi? Ben là, je me rappelle plus des chiffres, mais tu sais, je veux dire, quand ton travail te permet pas de faire de l'argent, je pense que c'est risible. Là. Ben, moi, là, en regardant en forêt, c'est toujours les deux choses différentes. Le prix du bleuet, pour avoir couvert certaines analyses faites par la mise en marché et du bleuet, comme cet organisme-là, en tout cas, un blanc de mémoire. Mais pour avoir couvert quand même de ces activités-là où on a déterminé est-ce qu'on a le juste prix pour le show. Or, il y a beaucoup, ça vient beaucoup du marché au niveau international. Là, OK, c'est fixé et le beaucoup, ce qu'on nous indique que pour offrir tant de la livre aux cueilleurs, puis qui reste de l'argent pour le producteur, qui reste de l'argent pour le transformateur, et qui permet de faire en sorte qu'en plus, tu rajoutes un profit quelque part, il y a une bonne marge. Et les cueilleurs de bleuets ont quand même, oui, ça coûte beaucoup plus cher à les cueillir du bleuet que ça coûtait dans mon jeune temps. Ouais. Ça, c'est évident. Parce que aujourd'hui, ça te prend quasiment... Hein? Toi, on t'exploitait. Oui, en plus. Mais je ne voyais pas l'argent, moi. Mais mon père le voyait. Oui, c'est ça. Mais ceci étant dit, les cueillir, là, t'es rendu que tu me fais perdre mes idées. C'est correct, c'est correct. Là, c'est qu'on est à cueillir quand même le bleuet. Il faut que nous soyons être capables d'avoir un prix, effectivement, qui nous permet d'arriver. Aujourd'hui, pour aller cueillir le bleuet, c'était pas un 4 roues, là. Ça va mal. Tu sais? On va dire, bon, ben c'est pas tout le monde qui sont capables de se payer. Donc, on dit, bon, ben je n'irai pas cueillir du bleuet parce qu'il faut que j'aille à telle place, puis bon. Mais c'est arrivé aussi dans les années 90-2000, où là, tout le monde voulait avoir des bleuetières. C'était payant. Là, là on a... Ça, on fait beaucoup ça en région. Là. Il y a quelque chose qui marche, tout le monde fait la même affaire, puis après ça, quand le marché tombe, on se pose des questions. Non? Et pense à ce qui est arrivé aussi. Ouais. Puis, en fait, un peu dans l'historique, la question du marché du bleuet. Il est arrivé ce qu'on a appelé le bleuet de Corymbe, qui est fait en Amérique du Sud, plus particulièrement. On en a aussi aux États-Unis et tout ça. Mais ce bleuet cultivé-là, le bleuet de Corymbe, au Chili, là, ça pousse un peu plus vite, puis au Venezuela, ça pousse un peu plus vite qu'ici. Alors ça, c'est un des phénomènes. Donc, ta production est venue plus rapide. On a inondé aussi le marché. Alors, le marché, c'est-à-dire que quand il vend son bleuet, supposons que tu le vends à 1,32 $ la livre, là, lui, il était capable de te le mettre à une pièce, ça fait que tu ne l'achetais pas à 1,32 $, tu l'achetais à la pièce. Par contre, il y a certaines niches, comme la niche japonaise, entre autres, où est-ce que là, on peut rester... Il est tellement meilleur dans le bleuet. Bien, c'est ça, on peut rester là-dessus. Mais c'est pour ça que c'est ce qui est arrivé, là, à la question du bleuet. Ça nous amène à se dire que peut-être que, oui, on aurait peut-être des avantages à se fixer. On ne peut pas se fixer des prix planchers, là. Ce n'est pas de l'électricité qu'on vend, ni un autre type de produit où est-ce qu'il y a une régularisation du marché. Mais il faut qu'on soit en mesure de pouvoir se dire, oui, c'est sûr qu'il faut que le producteur, pas le producteur, mais le cueilleur ait aussi son argent. Et c'est pas nécessairement peut-être en faisant... Il faut faire attention, là, tu sais, quand on fait venir de l'industrie des cueilleurs qui viennent du Guatemala, est-ce qu'on ne va pas aussi chercher un cheap labor? Bien, clairement, là, mais c'est parce que la réalité, c'est que les gens d'ici ne veulent plus faire ça. Bien, ils ne veulent plus le faire. Puis on voit ça de plus en plus, là. Je veux dire, c'est la même chose aux États-Unis. Je veux dire, l'immigration à la base là, a été faite pour ça, ce qui est un peu troublant même, mais ces gens-là, écoute, sont prêts à venir travailler puis améliorer leurs conditions de vie. Améliorer leurs conditions. On veut dire, je regarde ce qui se passe en Haïti par les temps qui courent. Tu te dis, aller chercher un Haïtien là, qui gagne 3 $ maximum par semaine et puis le faire venir ici où est-ce qu'il y a peut-être la possibilité de se faire 200 $, un cahier du bleuet. Tu te dis, on va-tu le faire? Moi, je n'irai pas le faire. Tu sais, c'est ça. Moi, j'irai pas. C'est parce que là, la réalité, c'est que tu n'as personne qui est prêt à faire ce travail-là. Là. Oui. On a ce problème-là pour planter des arbres, pour débroussailler, exact. pour cueillir les légumes. On a des activités économiques où est-ce qu'on s'est dit, oui, nous essayons de maintenir notre moyen de production. Ben oui. Par contre, on a oublié de se dire, et ça
Il y a une chose que je dis souvent de fois. Hein. Je sais pas. Moi, mon père disait, il était bûcheron. Les gars, vous allez à l'école. Ah, on était 4 frères avec. OK. Vous allez aller à l'école parce que je veux pas que vous veniez vous tuer à faire le job de bûcheron. Dans le temps aussi, assez mécanique. Tu sais, vous allez avoir une meilleure qualité de vie à faire autre chose. Ça, là, c'est pas être mon père. À des gens de ma génération, on est beaucoup. Moi, on se disait, bon, ben, regarde, on ira pas en cueillir, nous autres, là, du bleuet, le carrosse, là, c'est pas ça qu'il faut aller faire. Faut être dans le poste de direction. Donc, on s'est organisé pour avoir des bleuets. Ça, là, c'est un phénomène aussi qui a contribué à faire en sorte de dénigrer des formes d'emploi qui sont encore aujourd'hui nécessaires, là, peu importe qu'on soit dans un domaine où est-ce que les emplois se changent de plus en plus, c'est encore nécessaire d'avoir des cueilleurs parce que les machines ne sont pas toutes encore... Il n'y a pas rien que cette problématique-là, c'est que la mondialisation font qu'on produit toujours dans l'objectif de faire du profit, ce qui est correct, là, mais on pourrait aussi... tu sais, le profit à croissance illimitée, là, c'est tout le temps ça qu'on vise, quand on pourrait seulement viser la production locale pour l'achat local, pour les gens du coin, mais pas embarquer là-dedans. Mais là, nos gouvernements ont signé des accords, ce qui fait que là, on est pris avec ce qu'on se fait domper de l'extérieur quand on pourrait consommer juste ce qu'on a chez nous. On est dans l'analyse, quand tu amènes ça, on est vraiment dans l'analyse de solutions à des problèmes qui tiennent compte d'un ensemble de facteurs, ce que habituellement on ne fait pas suffisamment. Par comme là, on dit « Ah, on a un problème de main-d'œuvre. Ah, ben regarde, on va lâcher des Guatémalais, Maltèques, qui vont nous aider à venir produire. Ça l'est la solution, mais c'est peut-être pas nécessairement non plus la solution. Il y a beaucoup de choses qui font partie de la solution. Mais je pense que nous, on est bon pour faire le tour de la question, donc on devrait prendre le contrôle du monde, Jules. Oui, ça va venir, décourageons-nous pas. On restait dans le même sujet, là, mais rapidement, à Saint-Félicien, justement, avec les travailleurs guatémaltèques pour qui travaillent à la Serre Toundra, on vendrait, la ville de Saint-Félicien vendrait le presbytère au Serre Toundra pour qu'ils puissent loger les Guatémaltèques, un peu comme ça s'est fait à Normandin, d'ailleurs. Mais là, il y a peut-être une levée de bouclier d'une certaine partie de la population qui dit « Attention, c'est notre dîme qui a payé ça, ça appartient à la communauté. Pourquoi vendre ça à un privé? » C'est un autre débat qui est intéressant, ça. Sur notre patrimoine culturel, notre patrimoine bâti, les besoins de la communauté. Je suis bien d'accord, là, trouvons-y une autre vocation, mais là, ça prend des gens qui vont investir. Ça prend, je veux dire, c'est une autre problématique très, très, très importante dont on fait face de plus en plus régulièrement dans notre région. Oui, surtout au niveau du patrimoine religieux. Oui. Je parlais justement ce matin, on détruit, là, on va la débâtir l'église Sainte-Cécile à Chicoutimi. Oui. OK, c'est fait, là, ça fait 15-20 ans, là, il pèse. Mais, tu sais, on va la démolir. Tu sais, quand tu perds de ce genre, on a fait ce débat-là, nous, ici aussi, quand ça a été question du Juvénat, quand ça a été question de ci, de ça. Pointe-Racine, bon, c'est des patrimoines récents, mais c'est quand même du patrimoine bâti. Et on est appelé, là, dans le cas de Saint-Félicien, ce n'est pas à le détruire, mais le débat, je pense qu'il faut que le débat quand même se fasse. C'est toujours ça, le débat. Je pense que oui, il faut qu'on soit en mesure de se dire, bon, ben écoute, sais-tu vraiment ce qu'on peut faire? C'est sûr que si tu ne fais pas, là, dans le cas du presbytère, si tu ne fais pas une utilisation autre du presbytère, parce que, bon, il n'y en aura pas de curés là, qui vont aller rester là, puis les servantes du curé qui vont aller rester là. C'est fini, c'est ça. Là, on est rendu ailleurs. Bon, alors, le presbytère, qui est quand même un très bel édifice au niveau de l'architecture, et d'ailleurs, l'église avait été construite pour être une église d'évêché dans le temps, même affaire à Normandie. Oui, à l'époque. Jadis. Alors, le fait qu'on ait on ne puisse plus l'utiliser, est-ce qu'on peut y trouver une autre vocation et est-ce que la vocation qui est suggérée là
est la meilleure ou la seule qui est dans... Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même aussi un débat qui se fasse là-dessus. Parce que entre moi et toi, à boîte à beurre, là, les Saturn-Droits peuvent aussi trouver un autre endroit pour pouvoir loger des... non, mais peut-être parce que ça règle leurs problèmes à eux, puis ça règle aussi peut-être le problème de la municipalité qui ont cet édifice-là. Par contre, il faut qu'il chauffe, faut qu'il s'en je occupe. prenais en termes de reportage justement le propriétaire des Saturn-Droits qui disait « Ah ben tiens, on a encore un paquet de problèmes à régler. Est-ce que pas l'architecture, mais est-ce que la structure de l'édifice permet de faire ceci, de faire cela? Est-ce que nous serons dans les normes? Ou est-ce que pour pouvoir être capable d'avoir les normes actuelles de protection pour les incendies puis tout le kit, il ne faudra pas un peu refaire l'édifice pour pouvoir... » Tu sais, il y a toutes ces questions-là, je pense, qui disaient qu'il faut que l'on tienne compte. D'après ce que je vois, le bâtiment ne serait pas encore vendu, quoique ce matin, on apprenait que ça serait fait. Si c'était pas fait, ça se faisait. La signature n'avait pas l'air loin. Là. Mais je pense qu'on aurait peut-être avantage, effectivement, à ce qu'il y ait, à tout le moins, des formes de consultation publique. Parce que pas les opposants, mais les gens qui ont signé, qui ont amené un peu cette sonnette d'alarme-là en ce qui regarde la protection en disant, bon, ben écoutez, c'est quand même nous autres qui l'avons payé, là. Les citoyens qui l'ont payé, ce serait peut-être pertinent qu'on nous en parle aussi. Donc, je pense qu'il y aurait à tout le moins matière à avoir. C'est peut-être le seul projet qui permet de faire en sorte que... D'avoir un certain débat là-dessus. C'est sûr que oui. On va faire du pouce là-dessus. On a parlé du Juvena. On a conservé ce patrimoine bâti. C'est maintenant le centre spécialisé en entrepreneuriat multiressources qui loge là. Et là, écoute, le programme a l'air prêt. On serait prêt à accueillir la première cohorte dès avril. En avril. Donc, ça avance. En fait, c'est au niveau de la relève. OK? On est allé voir. On s'est dit, fort probablement que faire de l'entrepreneuriat au niveau général, puis tout le kit, ça peut peut-être être un peu plus long pour avoir des cohortes. On va aller voir des entreprises qui sont sous le bord de pouvoir se retrouver avec, puis de se dire, avez-vous une relève d'identifier? Si vous avez une relève d'identifier, nous pourrions être en mesure de leur donner effectivement une formation plus à point sur le... Alors, ça les a permis d'aller, entre guillemets, chercher un beau marché captif et de faire en sorte qu'effectivement, il va y avoir une première cohorte d'une trentaine de personnes, je pense qu'on parle, qui devrait être en mesure. Chez nous, au niveau de l'atelier de Jour-du-Lac, on va avoir la possibilité à la mi-mars de faire, parce que l'ensemble de l'aménagement pour d'accueil à l'intérieur du Juvena devrait être complété. Et le directeur nous a promis de nous inviter pour qu'on puisse aller chercher des images pour voir qu'est-ce qu'il y en a et qu'est-ce qu'on a fait. Un scoop. Pas sans que ce soit nécessairement un scoop. Ça va être quand même intéressant pour les gens de voir de quelle façon on a réaménagé le Juvena. Pour pouvoir, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui se passent au niveau du Juvena, c'est qu'on loue des espaces aussi à des entreprises, surtout les entreprises de services, qui peuvent avoir de l'espace, naturellement, pour pouvoir le faire dans cet endroit-là. Il y a de la place dans le Juvena. Il y a de la place. Moi, je me rappelle les dortoirs, là, c'était digne d'un film d'horreur. D'ailleurs, on dit que dans le projet, effectivement, là, pour la relève, là, que lorsqu'ils vont venir ici, ils vont être logés à l'intérieur même du Juvena. Ils ont sûrement réaménagé, puis c'était un grand... Oui, ils vont le réaménager. C'est ça que... C'était vraiment c'est pour ça que le directeur m'a demandé de venir un petit peu plus tard pour qu'on puisse être en mesure d'avoir des idées. En plus, je vais pouvoir aller dormir.
J'ai trop pris de potes. Ah. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais avant 25 ans, il peut nuire au développement de ton cerveau. L'avenir cherche du monde comme toi. Trouve ta place à emploidavenir.gouv.qc.ca. C'est parce que je fume du pot. Ah. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais tu pourrais développer une dépendance. Motoneige, je vais parler de motoneige un peu. Oui. Ça a l'air que c'est une saison record, que les nouveaux aménagements, ça fonctionne à plein, que c'est vraiment... écoute, c'est le pays de la motoneige, là. On est en train de ravir... Oui. On est en train de s'organiser. Il n'y a pas un qu'au Mont-Valais qu'on peut faire de la motoneige. Puis d'ailleurs, au Mont-Valais, ça devient un peu difficile là, par les temps qui courent, Ouais, faire de la motoneige. Non, ça ne devient pas difficile, mais... oui, il y a comme une auto qui a c'est resté ça. prise Ouais, dans le pas, sentier de puis pas motoneige. juste ça, il y a eu aussi, je pense, Oui, un accident quelqu'un mortel. qui est décédé. Oui, ben, sais-tu, c'est quand même plaisant. On a eu l'occasion, nous ici, d'initier notre caméraman à la motoneige. Hein? Il n'en avait jamais fait beaucoup, semblerait-il. Donc, on l'a initié. Il est pu aller nous chercher des images. Quand on est allé faire le circuit des municipalités intermunicipales là, qui a été mis de l'avant, ça fait un peu jaser, ça. Je dois t'avouer là, que quand le projet là, du lien intégrateur, Ouais. est arrivé, j'étais à l'écoute, mais j'avais un doute là, sérieux là, sur investir autant d'argent. Mais là, je vois le résultat et tu sais, je dis bravo aux gens qui ont été visionnaires là-dedans, parce que clairement, ça fonctionne. Puis c'est salvateur pour les petites municipalités, des fois dévitalisées. Oui, où c'est là, ça. Oui, tu peux avoir une activité Oui. économique qui est reliée à cela et qui fait en sorte que ça nous remet sur la map pour, au niveau de l'industrie. Puis on le fait assez haut hein, pour pouvoir être en mesure d'avoir de très beaux paysages quand tu le fais et tu peux attirer une clientèle là, qui vient de l'extérieur. Donc, moi, je suis bien content de voir cela, même si je ne suis pas propriétaire ni un amateur de motoneige, là, mais c'est bien. Et ce qu'on me disait aussi, c'est que le fameux circuit avec Dolbeau-Mistassini, Saint-Eugène et Saint-Stanislas, qui a été inauguré là, au début de l'année, ce fameux circuit-là, où c'est gratuit pour aller faire de la motoneige dessus, semblerait-il, reçoit aussi une bonne réponse de la part des usagers qui peuvent peut-être vouloir aller se rendre sur le sentier de motoneige du 49e parallèle, là, mais aussi tu peux juste faire ton circuit à l'intérieur. Exact. En tout cas, bravo, j'aime ça. Hey, on aura aujourd'hui vraisemblablement l'étude d'impact du projet GNL Québec pour le gaz liquéfié qui va venir Saguenay. On parle de l'étude d'impact environnemental, de l'acceptabilité sociale, etc. Bon, il faut rappeler qu'on a séparé les deux projets, hein, même si un ne va pas sans l'autre. Là. Mais selon ce que j'ai cru entendre, il y aura vraiment autant l'étude d'impact sur le transport de l'Alberta jusqu'à ici, donc une étude d'impact, mais aussi une étude d'impact au niveau du transport maritime dans le Saguenay. Bon, il y a quand même des nouvelles intéressantes. Là. On voulait faire une usine carboneuse. Tu sais, je ne sais pas, c'est un projet qui me laisse un peu dans l'ambiguïté au niveau de ma... Je n'ai pas suivi, moi, au complet là, toute cette question-là, mais il reste que le fait que l'on a pu faire des études d'impact et qu'on les rende publiques et qu'on permette aux gens de pouvoir aussi s'exprimer
à la suite de ça et qu'on se devra, je pense, de tenir compte aussi de l'expression des gens qui vont l'avoir écouté. Je pense qu'on est dans l'élément qui nous permet de faire en sorte que tout à l'heure, on disait, plus que tu vas avoir dans ton étude d'éléments, d'intrants pour pouvoir être en mesure de prendre une décision, c'est une démarche, je pense, qu'il faut dire oui, c'est correct, c'est aussi de cette façon-là. La seule hic, moi, que je trouve là-dessus, c'est qui est payé l'étude? Et c'est qui a payé l'étude? Alors, c'est quand tu demandes à un consultant de t'aider dans une solution et que tu payes ton consultant te dit, tu pourrais-tu me donner ta montre, s'il vous plaît, je vais te donner l'heure. OK? Tu es capable de faire, oui, mais tu fais appel à un consultant. Je fais attention. Non, mais ça soulève la question de l'éthique de la recherche. Exact. Là. Un. Deux. Tu sais, on parle d'un problème, là, nous aussi, environnemental, qui est la Pointe-Langevin, ici, dans le secteur. Qui a réalisé l'étude? Qui a payé l'étude qui fait en sorte qu'on dit que la Pointe-Langevin, non, c'est pas la Grande Péribonka, la Grande Péribonka, si c'était ça, oui, on serait responsable de ce qui... Non, c'est la petite Péribonka. La petite Péribonka, on n'a pas de barrage, nous autres, là-dessus. On n'a rien à faire là-dessus. Donc, on se lave les mains avec ça. L'étude aurait démontré ça. Okay. Qui a payé l'étude? Rio Tinto. Qui a fait l'étude? Oui, des spécialistes, des scientifiques, des ingénieurs, c'est évident, ça. Mais tu sais, si je te dis, écoute, je te paye tant, là, OK? Tu t'organises-tu pour que... Mais c'est sûr, tu sais, comme quand tu vois un rapport qui sort de l'Institut Fraser, c'est pas qu'on veut les remettre en compte, mais on sait que c'est financé par la droite religieuse du Canada. Fait que, tu sais, il y a toujours un biais qui est là, puis ça amène beaucoup le problème, en fait, de l'éthique de la recherche et le fait que nos gouvernements investissent de moins en moins dans la recherche et c'est de plus en plus les compagnies, le privé qui vont investir. Donc, il y aura toujours un biais au niveau des résultats. On pense. Tu sais, ça semble pas transparent. En fait, exact. On est quand même en position de pouvoir s'interroger là-dessus. Alors, moi, c'est la seule affaire que je vois maintenant. La démarche se doit quand même d'être tenue. Et à partir des résultats de ce type de recherche-là, oui, on est peut-être en mesure d'amener des genres de commentaires qui nous permettent de dire, oui, il y a telle affaire qui n'a peut-être pas tenu compte. Et puis nous, on pense que instinctivement, parce qu'on n'est on n'est pas des scientifiques et pas pouvoir être en mesure de démontrer notre affaire, mais instinctivement, on pense que telle affaire pourrait être dans le décor. Il faudrait que ça soit tenu compte aussi dans le camp de la décision finale qui habituellement est prise par nos politiciens et politiciennes. Bon. Hey, je t'amène sur un autre dossier. T'écoutes-tu beaucoup de musique, toi? Pas beaucoup, mais vas-y. Non, mais c'est parce que hier, on a fait l'annonce ici à Chicoutimi qu'au prochain Gala de la Disque, il y aurait un nouveau Félix pour les artistes autochtones. J'ai pris ça. Donc, pour mettre en valeur la première culture qui était ici, la musique. Donc, mettre en valeur, et je pense aussi que ça va permettre de faire découvrir ce qui se fait au niveau de la culture autochtone, au niveau de la musique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais peut-être qu'au niveau de la diffusion, c'est moins connu parce que... Justement, là, donc il y a comme une belle mise en valeur, là. Oui, ça, applaudis-moi. Ouais. J'applaudis ça parce que c'est à partir de la valeur de la culture et de la diversité culturelle que nous avons au Québec. Je pense qu'il faut qu'elle soit mise de l'avant. Et ça va nous faire découvrir, comme tu disais tout à l'heure, c'est quoi? On connaît pas mal tous Florent. Florent Bolland, Elisa P. Isaac, puis après ça... après ça, on se dit, c'est-tu un gazon qui font? Ben non, il y en a peut-être. Il y en a d'autres, et c'est eux qu'on se doit aussi de faire connaître et reconnaître. Il y a des stations de radio autochtones qui ne passent que de la musique autochtone. Donc, ça veut dire qu'il y en a considérablement, là. Exact. Donc, c'est pour ça que non, j'applaudis, moi, à ce genre de choses-là, et c'est avec... aussi ces actions-là que l'on peut aller rejoindre, entre guillemets, la grande presse, donc avoir un auditoire, une audition par eux autres qui te permettent de le diffuser aussi. Tu sais, le fait qu'on va connaître. J'écoutais un reportage où on voyait justement
quelqu'un qui de ces communautés-là qui sait que c'est la première fois de ma vie que je le voyais. Ouais. Ah, puis d'après ce que je vois, il n'y en est pas à sa première année, là. c'est Au ça. niveau de l'art, que ce soit... Non, mais je pense que ça va amener de l'ouverture d'esprit puis de curiosité. Puis je trouve que ça amène aussi le dialogue sur le fait que, ben, écoute, ça fait partie de notre société, de notre culture, hein, tout l'aspect de l'autochtonie. Fait que Oui, oui. Je trouve vraiment intéressant numéro qu'on un. la souligne. Numéro 1. Et, je vais aller un petit peu à l'étranger parce que je sais que je veux t'entendre là-dessus, mais je veux t'entendre parler de notre ami Donald qui a déclaré l'état d'urgence pour faire construire son mur. C'est une première. C'est pas la première fois qu'un président américain déclare l'état d'urgence. Non. Donc, il lui Pendant permet les d'aller. guerres, En fait, c'est ça. Ça, si vous ne savez pas, c'est que ça permet au président d'aller chercher de l'argent où il veut. Donc, il n'a pas été budgété pour ça, pour répondre à l'état d'urgence. Donc, il y a eu ça, entre autres, après le 11 septembre, entre autres avec la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, que ce soit au niveau, je pense aussi, je ne me souviens pas si ça a été dit lors de la guerre du Vietnam. Je ne me souviens pas, il me semble. En tout cas. qu'il y a eu quelque Mais là, le précédent, en tout cas, ce qu'on entend, c'est que là, il aurait fait appel à l'état d'urgence pour remplir une promesse électorale, donc construire son mur parce que ça a été refusé par le Congrès. Déjà, il y a 14 ou 16 États qui vont aller devant les tribunaux pour le contester. Drôle de décision. Oui. Et, en fait, ça met de l'avant. On est habitué à ça, nous, hein, les problèmes constitutionnels. Mais aux États-Unis, là, on vient d'en voir un. Et moi, je pense que l'impact peut aller beaucoup plus loin là-dessus. Si un président aux États-Unis peut, à partir du fait que le Congrès, qui est la décision du peuple, là, théoriquement, te dit, ben non, nous, on n'irait pas pour t'aider à financer ça, on préfère plus qu'on finance telle et telle affaire, et que le président se dise, ah, écoute, on a un grave état d'urgence, donc je prends le contrôle des finances de cet État. Ça, là, ça ressemble à de la dictature. Ça ressemble. C'est de la dictature. Ça ressemble, ça permet, ça ouvre des portes à faire en sorte que... c'est pour ça la contestation qui est mise de l'avant actuellement par les États, et fort probablement qu'au niveau du Congrès, on va aussi tenir des démarches qui vont en arriver à ça. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir une balise qui peut être amenée à l'utilisation de ce phénomène, donc de l'état d'urgence, pour intervenir pour un gouvernement. Ça va permettre peut-être de le baliser. Le trouble, c'est que nous avons à la tête de ce pays, actuellement, quelqu'un qui fonctionne et par émotion et pas nécessairement par raison dans l'utilisation de ses actions et décisions. Et c'est là. Et ça peut amener aussi à un extrémisme, je pense, sur des actions politiques qui peuvent se venir aux États-Unis. Je ne te dis pas que Donald Trump va être victime d'un attentat, mais ça amène, tu comprends, des actions ultra, parce que c'est une action qui... Parce que ça reste une promesse électorale. On essaie de faire passer l'état d'urgence, mais c'est comme si Barack Obama avait déclaré l'état d'urgence pour faire son Obamacare. C'est ça. Je ne suis pas certain que les républicains auraient fait bravo. Non, ils n'auraient certainement pas fait bravo. Et ils auraient peut-être eux aussi entrepris des démarches. Parce que là c'est le problématique, c'est de justifier l'état d'urgence. C'est ça. C'est ça. Tout C'est est ça. là. C'est ça. Et puis, tu sais, quand il dit que tout ce qui traverse la frontière, c'est criminel, puis c'est... il n'y a pas personne qui le crée. Ben non. Moi, je suis Je allé pense qu'il y a souvent pas aux États-Unis. personne qui le crée. J'ai passé souvent en frontière. Sauf que peut-être qu'il y a effectivement une problématique d'immigration légale et illégale. Fort probablement. Est-ce que c'est la solution que de mettre un mur et de mettre quelqu'un avec des mitraillettes pour les arrêter? Oui, mais de toute façon, mettre un mur, ça ne règle pas le problème. C'est comme un plaster. Ça va retarder le problème. Là, ils vont passer ailleurs. Jusqu'au jour où tu vas creuser un trou pour voir le réel problème va être sur les narcotrafiquants, va être au niveau du fait que
dans le pays qui est le Mexique, les niveaux sociaux de salaire, des conditions de vie sont vraiment diminués. Donc, il faudrait peut-être penser à réduire l'écart entre les riches et les pauvres. Il y en a des solutions exact. à long terme qui sont complexes. Mais là, il n'y a pas un gouvernement, de toute façon, pas un gouvernement dans le monde qui s'engage à long terme. Tout le monde a une visée de 4-5 ans, dépendamment des gouvernements. Puis tout ce qu'on veut, c'est se faire réélire au bout du compte. Tu sais, quand on en est à... On revient juste sur un peu la question sur l'attitude de Donald Trump. Tu sais, Donald Trump, actuellement, est quelqu'un qui est allé déclarer que tous ces agences de renseignement, il n'écrit pas. Il connaît rien. Les gens connaissent. Hey, quand t'en es rendu à faire en sorte que les gens qui doivent t'informer de ce qui se passe, tu ne les crois pas ou que tu ne veux plus les écouter et que tu prends une décision en disant, bon, ben, on les met dehors et là, la personne qui ne te convient pas, tu la congédies puis tu essaies de la remplacer par un autre que tu remplaces par un autre parce que tout le monde s'en rend bien compte que tes décisions que tu prends, je veux dire, sont contraires à la réalité, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pour ça que moi, je pense qu'on en est proche d'actions, malheureusement, qui peuvent... Je te dis pas que c'est Kennedy qui va se faire assassiner, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais je pense qu'on peut assister peut-être de plus en plus à des actions d'éclat. Ouais. À des actions d'éclat, parce que le président, qu'on le veuille ou non, il fait des actions d'éclat. Ouais. Émotives, plus que raisonnables. Ça provoque aussi de l'émotivité chez les gens dans la population. Ouais, c'est évident. Ouais. C'est évident. Hey, merci, Jules, d'avoir éclairé l'actualité de ta légendaire. Mais on en parle, puis il faut qu'on en parle. Ces débats-là que nous faisons tous les deux, ils se font aussi dans chaque demande. Ben, j'espère. Et je voudrais terminer cette émission avec une motion de félicitations à Mme Claudia Fortin, qui est étudiante au Cégep de Jonquière et qui va représenter le Québec. Il y a 2 étudiants au Québec qui vont représenter les jeunes Québécois au Parlement francophone, au Parlement jeunesse de la francophonie en Côte d'Ivoire l'été prochain. Je tiens à la féliciter parce que je trouve que c'est extraordinaire qu'on a des jeunes d'ici qui travaillent fort puis qui sont exceptionnels puis qui vont faire des choses qui vont les marquer pour toute leur vie. Bravo à Claudia. Là-dessus, on vous dit bonne semaine. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Bye bye.